Alors bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de small cap qui sont cotés sur Euronext. Donc on va parler de SAMC, on va parler d'Armador, on va parler d'LDLC, Genoé, Bekowski, etc. L'idée ici de vous partager les retours que j'ai pu avoir lors de ma rencontre avec les directions de ces différentes sociétés que j'ai réalisées fin septembre 2023. On sera aussi amené à parler de biais cognitifs que l'on a lorsqu'on a des informations des sociétés cotées. Je reviendrai aussi sur les structures à coût fixe et les structures à coût variable qui peuvent énormément créer ou détruire de la valeur. Alors le format il est un petit peu plus long que d'habitude. Ici c'est 50 minutes. Donc, ce que je vous propose pour pouvoir en profiter pleinement, c'est vous isoler, vous mettre plutôt à l'aise et de prendre des notes. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Je vous dis donc à tout de suite. Bon bah merci de vous être inscrits nombreux là à ce retour. Donc comme vous le savez, moi vu que je fais plus que ça en fait depuis ça fait 4 ans. Hein. Donc moi j'ai une activité temps plein qui est orientée sur le développement de ma société qui s'appelle Finance Academy. Et puis donc sur ma partie investisseur où je suis analyste financier membre de la SFAF. Et donc j'ai accès à un certain nombre de réunions où je peux accéder au management. Et là c'était le cas pour le forum à Lyon Pôle Bourse, qui est donc dans sa 6e édition où il y avait à peu près 35 sociétés qui étaient cotées. Donc forcément ça dure une journée, hein, donc en gros on peut caler maxi 8 rendez-vous et donc forcément on peut pas voir toutes les sociétés. Par contre moi j'y vais avec des amis gérants ou des amis qui gèrent leur family office un peu comme moi. Et donc derrière on croise nos avis d'à penser quoi de ça, etc. Donc là l'idée c'est que je vais vous donner une vision à la fois je dirais ce qu'on peut appeler bottom-up, c'est-à-dire une vision au plus près des entreprises, comment est-ce qu'on voit les conséquences du ralentissement économique qui est dans le tuyau, avec la montée des taux, tout ça. Donc ça s'apparence presque à de la macro, mais c'est une vision orientée société en fait. Ok. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est pas tout à fait une approche top-down où on fait de la macro, on pense que l'inflation va durer ou pas, etc. Là on est plus sur salut Alex, on est plus sur tâter le pouls des entreprises et qu'est-ce qu'elles disent. Et quand vous croisez à peu près 35 sociétés, vous avez une vision globale, je dirais, des petites sociétés qui sont soit pure players en France, soit qui peuvent être à l'international et pardon, comment est-ce qu'elles sentent la suite du marché. Donc voilà, donc là c'est le retour du forum donc de Lyon Pôle Bourse. Donc comme d'habitude, hein, moi l'analyse que je vais faire ici, c'est pas un conseil à l'achat ou à la vente, c'est à vous de faire vous-même vos propres avis, analyses. C'est juste que là, moi je vous donne du contenu, de manière à ce que vous ayez une vision peut-être un peu plus, spécifique que peut faire les analystes financiers quand on va voir les managements. Voilà, donc moi les sociétés que j'ai vues, c'est Armador, Genoé, LDLC, BOA, Jacquet Metal, SAMC, Philip Media et Bekowski. Bon, voilà. Alors, avant toute chose, je vous rappelle que quand on voit des sociétés, en gros, grosso modo, je vous rappelle, il y a 6 catégories de sociétés, donc ça a été mis en évidence dans le bouquin de Peter Lynch. Hein, en français, c'est si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Voilà. Donc vous avez des sociétés qui sont soit en croissance lente, moyenne, rapide. Vous avez des sociétés qui ont des jeux d'actifs, donc des actifs cachés. Donc on peut cocher plusieurs cases. Hein, elles peuvent être en croissance lente et avoir des jeux d'actifs. Vous avez des sociétés qui sont cycliques. Et vous avez des sociétés qui sont en redressement. Ok, donc si moi je prends par exemple des grands traceurs des sociétés que j'ai vues. Genoé, c'est une société qui est en redressement au sens où ça fait 15 ans, 20 ans que ça faisait trop rien en performance, puis là depuis 3 ans, ils sont en train de délivrer une croissance à 2 chiffres et puis une marge BE vers 20-25%, alors que ça cramait du cash pendant 15 ans. Donc ça c'est typiquement du redressement. Après vous avez les purs cycliques, genre Jacquet Metal qui vend en fait des aciers spécifiques. Donc là c'est typiquement un dossier à la demande des clients qui sont calés sur le cycle industriel. Voilà. Puis vous avez tout ce qui est croissance rapide, par exemple Philip Media, qui est une société qui en part de marché avait très peu, qui là est en train de croître. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est que quand vous avez des conjonctures économiques, par exemple un cycle qui ralentit parce qu'on a eu une hausse des taux comme c'est jamais arrivé depuis hyper longtemps, forcément les sociétés qui sont en redressement sont moins concernées. Forcément les sociétés qui sont cycliques sont énormément concernées. Et forcément les sociétés qui sont en croissance rapide avec des parts de marché à conquérir, elles sont peu concernées. Parce que quand vous avez une part de marché qui est rikiki, puis qu'en fait par exemple pour Philip Media ils n'ont pas de concurrents, puis vous êtes en train de prendre le marché qui est naissant, cycle ou pas cycle, quelque part, vos chiffres vont être en croissance. Il va y avoir un aspect, vu qu'eux, ils sont médias de pub, un aspect cyclique sur la pub, et qui peut ne pas se voir dans les comptes parce qu'ils sont en train de prendre toute la pub qui n'a pas été prise, dont, je dirais, la digitalisation des pubs sur écran. Voilà, ok. Bon, voilà pour le topo, qui est à mon avis quand même important d'avoir une vision sur ça, puisque vous pouvez comprendre qu'effectivement, si vous voulez vous désensibiliser sur les cycles, c'est bien d'avoir un peu des poches, qui sont peut-être un peu, je dirais, éparpillées, plutôt que d'avoir que de la valeur de croissance. Ok, en fait c'est très bien d'avoir de la valeur de croissance, mais voilà. Par exemple, forcément, quand arrive une hausse des taux, il peut y avoir un ratio sur les multiples qui met des gros coups sur la tête de ces sociétés.
Voilà. Donc j'ai une question de Mathieu là sur sentiment des dirigeants sur l'exercice 2024, état du carnet de commandes, perspective d'acquisition en bon compte pour les sociétés solides financièrement, avec la baisse des cours, rachat d'actions évoqués. Donc ça c'est une excellente question, puisque à la fois vous avez le retour des dirigeants sur 2024, et puis ils vont faire quoi en fait de ce qui peut arriver. Donc effectivement je confirme que grosso modo, hormis les extraterrestres un peu acycliques comme je vous ai dit, là, Genoué et puis Phil Media, le sentiment c'est qu'on a vraiment un gros ralentissement notamment depuis l'été. Okay, alors très marqué le ralentissement dans les vendeurs d'acier, un peu moins marqué dans les sociétés qui sont un peu avec des multi-segments de marché, genre un peu Thermador par exemple, mais forcément les perspectives sur 2023, donc 2023 c'est le ralentissement quasi acté, voilà, plus ou moins fort, et 2024 quasi peu de perspectives. Ils savent pas trop vers quoi on va. Voilà. Donc état de carnet de commande, ben, le carnet de commande il est encore plus long à étoffer, et les gens qui doivent signer pour étoffer le carnet de commande mettent plus de temps. On prendra des exemples avec par exemple le DLC. Salut Benoît. Donc voilà, en gros, les sociétés qui sont très concernées par le cycle, clairement 2024, ils savent pas du tout. Par exemple, Jacquet Metal, pour tout ce qui est très très cyclique, ils pensent que le S2, donc eux ils sont là depuis hyper longtemps, hein, donc des cycles c'est leur raison d'être en fait. Hein. Donc ils pensent que sur le S2 il va y avoir une chute des prix d'acier 10, 20%, peut-être plus. Après les perspectives d'acquisition à bon compte, effectivement, les sociétés qui sont bien gérées, donc on peut voir avec notamment par exemple le bilan d'une société qui existe depuis 20 ans. Vous regardez son bilan, si vous avez beaucoup de cash, peu de dettes, c'est une société qui sait gérer les cycles économiques, sachant quand même avec les banques centrales, on va dire depuis 2010, il n'y a plus de cycle, hein, quasiment. Ok, alors peut-être que là, avec les taux qui sont énormément remontés, les cycles vont revenir. Et si vous prenez une société qui régulièrement génère du cash, avec ses cash flow up, qu'elle arrive à bien adresser, puis qu'il lui reste à la fin de la trésorerie, et puis qu'en face vous avez un peu de dette, mais pas trop, c'est des sociétés qui sont bien gérées. Hein, moi, je vous le dis, souvenez-vous, pour ceux qui font mes formations de compta ou ceux qui font mes conférences gratuites ou payantes, donne-moi ton bilan, je te dirai comment tu gères. Okay, voilà. Donc effectivement, les sociétés qui sont bien gérées sont des sociétés qui ont du cash, qui génèrent régulièrement, et si elles sont plutôt saines financièrement, effectivement, ça peut être des opportunités. Quand il y a des crises, ça peut être des opportunités d'acquisition dans des sociétés. Donc vous avez des sociétés qui, quand il y a des crises, on va dire régulièrement, elles croissent par exemple à 7-8% par an, et quand il y a des crises, elles vont gagner 2 ans. Une crise qui peut durer 2 ans, elles vont croître de l'équivalent de 4 ans. Parce qu'elles vont racheter par exemple des concurrents moins chers. Voilà. Donc effectivement, perspective d'acquisition à bon compte pour des sociétés solides financièrement, c'est le cas. Donc Jacquet Metal nous a dit, ben nous on se construit plutôt quand on est à cycle, enfin on se construit plutôt sur des cycles qui sont difficiles, quoi. Donc effectivement. Samsé qui ne faisait plus d'activité de croissance externe depuis 3 ans parce qu'il trouvait que les valos étaient stratosphériques sur tout ce qui est bricolage, BTP, voilà. Et ben voilà, donc là ils ont commencé à lancer une acquisition dans l'adduction d'eau. Donc voilà, ça fait 3 ans donc que Samsé génère du cash et donc la remontée à travers les dividendes à la holding au-dessus. Mais effectivement, donc les perspectives d'acquisition à bon compte pour les sociétés solides, c'est confirmé, c'est oui. Oui, effectivement. Donc moi j'ai eu Jacquet Metal qui a dit oui, j'ai eu Boa Concept qui a dit oui, j'ai eu Thermador. Thermador, ils m'ont dit non, parce qu'ils ont déjà acquis une grosse société là, ils disent on va digérer le truc. Mais on ira voir après les sociétés une à une. Mais oui, effectivement, c'est des thématiques en période de crise. La phrase que moi j'aime bien, c'est qu'en gros, les périodes de crise, hein, les gros ils maigrissent et les petits ils meurent. Voilà, en extrême il y a ça, et donc les petits sont ramassés par les gros. Quand vous êtes sur des stratégies de croissance externe. Voilà. Avec les baisses des cours des rachats d'actions évoqués, oui, aussi. Jacquet Metal, il nous a dit que c'est pas trop dans l'ADN du groupe de le faire, mais pour autant ils le font. Donc là, ils ont racheté 1,3% du capital depuis le début d'année, depuis le mois de mai. Là. Voilà, donc l'objectif, c'est racheter et puis annuler. Quoi. Pour eux, ils nous l'ont dit clairement. Voilà. Pour ça, alors après, si vous voulez, on peut aller voir les sociétés. Donc, je vais reprendre directement qui y a dans Expert. Donc voilà, donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, donc je parle de l'offre Expert. Si vous allez sur mon site, la Finance Academy, vous allez dans l'onglet boutique, vous avez tout ce que je vends, notamment il y a un truc qui s'appelle l'offre Expert. Vous avez les témoignages de clients prestigieux comme Louis Defels de Gay-Lussac Gestion, il est client chez moi, et il explique pourquoi il est client chez moi. Voilà, donc là vous avez mes dernières mises à jour de l'offre Expert que j'ai faites, donc notamment Boa, j'ai mis Genoué, j'ai mis Thermador, et puis j'ai pas mis tout le monde, ouais. J'ai pas encore mis tout le monde, tout ce que j'ai vu, mais je vais le faire. Voilà, donc par exemple si on va sur Thermador, bon voilà, donc moi je suis actionnaire de Thermador, j'ai commencé à en prendre, je voulais en prendre beaucoup plus bas, là vers 70, 75, puis finalement j'en ai pris vers 80, un petit peu, pour constituer une ligne. Bon, voilà, donc ce que nous a dit, donc j'ai eu Guillaume Robin et puis Patricia, la DG. Voilà, bon, ils nous ont dit que donc le T1 2023 il était sous l'inertie 2022, et puis que le T2 il est en ralentissement, avec notamment pour la partie rénovation des systèmes de paiement qui sont tous les
tous les primes rénov et toutes les aides étatiques qui ont été un petit peu ralenties parce qu'ils se sont rendus compte que l'État, ce qui est plutôt bien, vaut mieux tard que jamais, qu'il y avait des arnaques avec des sociétés bidons qui se montaient pour encaisser le pognon des aides étatiques, et puis qui montaient par exemple les chauffe-eau solaires avec les panneaux solaires plein nord. Voilà, par exemple, il y a ça. Donc là, ils ont mis un peu plus de contrôle, et conclusion, ça a un peu freiné les aides étatiques là sur la prime rénov, mais bon, ça reprend progressivement, on va dire. Donc bon, voilà, hein, Thermador, leur chiffre d'affaires au S1, c'est moins 4% en volume, plus 8 en prix, donc ils sont bien en ralentissement. Donc ça, n'oubliez pas, pour ceux qui font des formations de comptage, j'insiste bien là-dessus, quand vous avez la top line chiffre d'affaires, il faut bien savoir quelle est la part prix, est-ce qu'ils ont monté leur prix ou pas, quelle est la part volume. Donc vous pouvez très bien avoir du volume qui baisse, et puis un chiffre d'affaires qui semble en croissance. Donc il est en croissance par les prix qui ont été montés, ce qui est le cas de Thermador. Et les volumes baissent bien. Donc pour le S2, prudence, ils sont prudents. Il y aura un effet de base qui sera difficile, ils sont exposés au BTP. Après, pour tout ce qui est rénovation, il y a SAMC aussi qui est exposé là-dessus. Il va y avoir les certificats d'économie d'énergie qui sont financés par les fournisseurs d'énergie. Donc les Engie Total, ils doivent donner des millions, et là on est sur des milliards. Donc pour tout ce qui est CCE 2025-2026, l'État a demandé à ce que ce soit monté, là on est sur des budgets de plusieurs milliards. Bon, après le souci c'est pour poser les travaux, enfin pour faire les travaux. Le souci c'est pour faire les travaux. Et donc on peut dire qu'évidemment la tendance rénov énergétique, alors on peut être pour ou contre, parce qu'il y en a qui disent qu'il vaut mieux détruire et puis refaire du neuf, ok. Mais la tendance énergétique, pour l'instant, on est sur des budgets de plusieurs milliards, qui sont débloqués par les contributeurs, donc soit l'État, soit les Engie Total. Donc côté stock, comme tout distributeur, ils doivent gérer leur stock, donc là ils veulent se désensibiliser de la Chine, parce que voilà, la Chine ça reste la Chine. Et puis côté bilan carbone, ils ont eu des questions là-dessus, ils disent que pour eux c'est très compliqué, la réglementation qui va arriver où chaque société devra faire un bilan carbone, eux ils ont 800 usines dans le monde qui les sourcent. Donc c'est compliqué, de la vanne machin qui vient de la Chine bidule par conteneur truc, ou la même vanne bidule qui vient de l'Italie et qui passe par le rail. Enfin c'est compliqué quand ça arrive dans leur bac, savoir que voilà, pour eux c'est super compliqué. Puis donc la partie fusion-acquisition, pas de veille active comme je l'ai dit. Ils doivent digérer les acquisitions faites et ils n'ont pas de dossier. Puis là une bonne nouvelle pour tout ce qui est segment haut, vous savez que moi j'arrête pas d'en parler depuis peut-être 2 ans, ouais. Notamment SAMC qui nous dit, eux ils nous le confirment là. Donc la partie segment haut, ils pensent que c'est très porteur pour eux à moyen terme, puisqu'ils ont des produits de leur filiale qui s'appelle Jetly, qui vendent déjà des produits, hein. Donc récupérateur d'eau de pluie, faire de l'irrigation précise, donc type goutte à goutte, gestion des eaux grises, c'est-à-dire des eaux qui sont pas potables et qui sont pas pourries non plus. Voilà, donc ils ont des systèmes. Et ce qu'ils disent, c'est que les ventes qui étaient plutôt stables, ça commence à partir. Donc ça commence à équiper chez les gens, à équiper des entreprises qui récupèrent les eaux de pluie, etc. Donc voilà. Donc ça commence à partir là-dessus. Donc ça, c'est un segment qui probablement, d'un point de vue écologique, canicule, tout ça, sûrement est amené à se développer. Bon, donc mon avis synthèse, pas de grande nouvelle hein, sur Thermador, parce que c'est une boîte qui est plutôt assez communicante, puis qui surprend pas le marché, ils sont prudents, voilà, ils sont prudents. Donc le S2 et puis l'année 2024 offre très peu de visibilité, puis c'est confirme un attentisme général. Donc moi j'ai commencé à me faire une petite ligne vers 78 pour le suivi. J'aimerais bien la compléter plus bas avec la faible visibilité, puis les flux. Parce qu'il y a 2 choses sur les small, vous avez aussi des fonds là, qui ferment ou qui doivent faire des ventes forcées, ce qui fait que ça peut appuyer sur les cours de sociétés qui n'ont pas de nouvelles particulièrement dramatiques. Puis vous avez des sociétés qui peuvent perdre un peu d'argent. Voilà, qui peuvent perdre un peu d'euros sur le cours de bourse. Vous voyez typiquement Trigano qui est redescendu vers 100, en dessous de 120, là, 115. Puis ils ont fait une annonce, puis pouf, ça reprend 10%. Voilà, ça c'est typiquement les flux des fonds en fait qui vendent des choses et puis qu'en fait la boîte elle annonce que c'est pas si pire que ça. Prochain rendez-vous pour Thermador, ça sera le 12 octobre. Bon voilà, après par rapport aux questions que j'avais d'autres questions, on y retourne. C'était sur mes rencontres avec les dirigeants avec une bonne question là. C'était Alexandre qui me disait penses-tu que ça m'apporte une plus-value d'aller voir les dirigeants? Est-ce qu'il n'y a pas des effets psychologiques qui m'empêchent de voir les risques? Parce que je vais être charmé par le management, voilà. Alors sur ça, la réponse est oui. Il y a bien des risques d'aller voir le management, puisque vous pouvez avoir des managers qui habillent régulièrement la mariée, puis tout va bien, puis vous avez des profit warnings qui surprennent et tout, machin. Donc effectivement, vous pouvez avoir, donc ça c'est le premier biais, le management peut-être qui nous raconte un peu les lunettes roses du capitaine, tout va bien, hein, y compris sur le Titanic, 30 minutes avant le choc. Donc oui, donc je suis bien conscient qu'effectivement faire attention à ça. Après il y a mon propre biais psychologique où moi-même, je peux être amené à, par exemple, je suis actionnaire de Thermador, ou par exemple, je suis pas actionnaire de LDLC. Je peux avoir par rapport à ce biais-là, dire Thermador c'est super bien, machin. Et sur les 60 infos que je peux recueillir, j'en prends 4 qui vont dans le biais de confirmation de que c'est super bien. Ok, donc effectivement, donc je suis conscient de ça. Ça veut pas dire que je tombe pas dedans. Je suis conscient de ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien croiser mon avis avec d'autres gérants en qui j'ai confiance et en d'autres analystes
ou d'autres particuliers comme moi qui gèrent leur propre patrimoine et qui sont éventuellement en situation opposée en termes d'avis avec moi. Donc effectivement, oui, effectivement, il y a bien des biais là-dessus et je suis conscient qu'il y a des pièges, je dois tomber dedans régulièrement. Alors est-ce que ça m'apporte une plus-value? Moi je dirais oui, parce que ça me permet notamment les forums là, de croiser d'autres avis, qui n'ont pas le même que le mien, des gens qui gèrent. Et puis effectivement sur l'histoire du track record, quand tu as des dirigeants genre Jacques et Metal, ou moi je suis pas actionnaire, Jacques et Metal, mais ou d'autres trucs, là, LDLC, des joyaux, les mecs ont vécu des crises, des trucs graves parce qu'ils sont là depuis plus de 30 ans. Ben en fait oui, les gens qui ont des track records où par exemple ils nous racontent pas n'importe quoi, ou régulièrement ils sont trop optimistes, ben oui, je suis d'accord que le track record des dirigeants, donc ça nécessite de comprendre la société, comprendre la communication de la société, et puis après nous on a des biais. Donc oui, donc c'est pas simple. Donc moi je pense que oui, ça m'apporte des choses parce que je rencontre des gérants, je rencontre des dirigeants et j'essaie d'avoir une connaissance assez fine, modestement, mais assez fine des sociétés que je suis. Par exemple, alors Steph qui était pas là, mais par exemple Steph ils sont toujours très prudents, toujours. Thermador ils donnent jamais de guidance, jamais. Ils sont très prudents Thermador, toujours. Donc on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises en fait sur ces boîtes-là. Puis à l'inverse, vous avez des boîtes qui sont très timées par les marchés. Esker donne des guidance à chaque trimestre. Avec des grosses valos, donc Esker, des fois ça se prend des gadins, des moins 15% d'un coup. Voilà, comme là, cette année. Donc effectivement, je suis bien conscient qu'il y a des pieds là-dessus. Alors après, on peut aller voir... qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait LDLC, c'est pas mal d'aller le voir aussi. Donc LDLC... Bon, voilà, donc LDLC, donc moi je suis pas actionnaire, et puis donc j'ai vu le DAF, là. Donc j'ai résumé ça par des questions-réponses. Donc LDLC, pour rappel, hein, j'ai fait une vidéo sur YouTube pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir, hein, donc elle est sur YouTube, donc elle est disponible gratuitement, vous tapez Finance Academy LDLC, et c'était avant qu'ils publient des résultats en contraction qui ont énormément cisaillé les marges, et je rappelle que ça c'est quand vous avez des structures à coût fixe, et j'en parlais dans cette vidéo, j'ai dit méfiez-vous, les résultats ne sont pas publiés, on a une structure qui est essentiellement à coût fixe avec un chiffre d'affaires qui chute de 20 à 25%. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est ça, il y a eu l'effet ciseau à coût fixe, c'est-à-dire quand vous avez des coûts fixes, j'explique ça dans ce petit document à la fin. J'ai expliqué ça dans cette vidéo, allez la voir, hein, LDLC. Quand vous avez une structure qui est essentiellement à coût fixe, et ben quand vous avez les chiffres d'affaires qui baissent comme là, LDLC, ça a baissé de 20 ou 25%, le BE, il a fondu de 75%. Et c'est pas qu'ils sont mauvais, en fait. C'est que quand vous êtes à coût fixe, ici vous avez le nombre de produits vendus, et puis ici vous avez en fait le chiffre d'affaires qui est fait. Ok. Puis donc ici vous avez la droite qui est le chiffre d'affaires en fonction du nombre de produits vendus. Donc si votre produit vendu c'est 2 euros, donc quand vous en vendez 400, vous touchez 400 fois 2 euros. Donc bon voilà, j'avais fait une courbe un peu pifométrique. Hein. Donc ça c'est votre chiffre d'affaires qui monte. Et puis ça c'est vos coûts. Là ici vous avez vos coûts fixes quand vous vendez 0. Là ici vous avez vos coûts fixes. Et après vous avez vos coûts variables qui chez LDLC sont plutôt faibles. Donc vous avez une pente ici qui est plutôt plate. En fait. Et la différence entre votre chiffre d'affaires et puis vos coûts fixes plus vos coûts variables, ça vous fait en fin de compte vos gains. Donc quand vous avez une droite qui est plutôt plate, en fait dès que vous avez passé ici le point mort là, et ben vous avez des gains qui explosent parce que tous vos profits c'est quelque part toute la surface que vous avez là. Ok, vous comprenez bien que plus la droite là, orange, elle est pentue vers le haut là, moins vous avez de surface quand vous montez, puis plus elle est plate là, plus vous avez de la surface quand vous montez. Donc c'est pour ça que quand vous avez des structures essentiellement à coût fixe et que le chiffre d'affaires il explose, vous avez les profits qui explosent aussi. Mais ça marche dans l'autre sens. Quand vous avez en fait le chiffre d'affaires qui diminue, si votre droite elle est plate, et ben toutes les surfaces là, vous allez avoir beaucoup de surface qui va diminuer. Voilà, donc j'ai expliqué ça avec LDLC et donc ils se sont pris ça lors de la publication des résultats 2022. Donc on a eu, donc ils nous ont rappelé qu'ils sont plutôt structurés à coût fixe et que c'est assumé parce qu'ils pensent en gros que le chiffre d'affaires qui est actuellement tassé n'est pas un chiffre d'affaires normatif et que ça va reprendre. Et donc quand ça va reprendre en ayant une structure à coût fixe, les profits vont revenir et ça va exploser. Alors ce qu'ils ont fait donc en termes d'investissement dernièrement, c'est que malheureusement, enfin je dirais malheureusement pour les résultats, c'est qu'on est toujours sur une phase de ralentissement de vente des PC, de la tech, que ce soit aux particuliers ou que ce soit aux entreprises. Et puis en parallèle, ils font de l'investissement contracyclique qui peut être une stratégie qui marche, mais sauf que ça plombe les comptes de façon temporaire si le business il reprend. C'est qu'ils ouvrent les magasins. Donc en ouvrant vos magasins en propre, vous remontez vos coûts fixes, donc les loyers, les salariés qui sont dedans, etc. Et donc forcément en face, vous n'avez pas le chiffre d'affaires qui suit, vous avez plutôt un chiffre d'affaires qui est stable, voire qui baisse. Donc on peut s'entendre là sur LDLC, moi je vous donne mon point de vue, je rappelle, hein, je peux me tromper, mais on peut s'attendre que là ils sont à peu près au point mort, hein, si vous regardez ce qu'ils ont publié sur le S1, ils font quasi plus de profit, enfin un petit peu mais pas beaucoup. Donc ils ont expliqué que le chiffre d'affaires vers 500 millions d'euros à l'année, c'est à peu près le point mort. Donc quand ils seront 500, 550, ils seront encore à l'équilibre, puis s'ils descendent un peu en dessous, 400 quelque chose, là ils vont être en perte. Okay, ça c'est à cause de cette histoire de structure coût fixe, structure coût variable. Okay, ils sont plutôt ouverts là. On est quelque part vers là ici. Quoi. Okay. Après c'est toute la pertinence du management de gérer les coûts fixes
et gérer les coûts variables. Et leur stratégie, c'est qu'ils sont convaincus que ça va repartir. Ils sont convaincus que là, le chiffre d'affaires du parc qui est installé, qui a énormément monté en 2020 avec le Covid, et un parc de PC installé chez les gens et dans les entreprises qui devra être renouvelé, parce qu'on ne garde pas ça pendant 15 ans. Donc ça sera renouvelé, et donc ils pensent que là, ça va repartir. Donc eux, c'est leur vision stratégique. Donc voilà, l'activité du T1, bon ben voilà, j'ai remis le communiqué du T1. Pour LDLC, je rajouterai qu'en tant qu'utilisateur, moi et beaucoup de personnes ont tendance à aller sur Amazon rue du commerce et d'autres il y a 10 ans. Ouais, okay. En fait, sur ça, Alex, en fait, je dirais, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ils ont plusieurs segments de marché PC en fait. Ils adressent la partie B2B vers les entreprises. Là, je dirais, t'es pas sur du comportement, t'es plus sur du process d'achat, avec un service achat, réduction des coûts par la direction ou pas. Donc en ce moment, les entreprises, elles achètent plus de PC parce que récession, vous avez vu, il n'y a pas de perspective, on ne sait pas. Donc tout ce qui est coût variable, tout ce qu'on peut, les capex qu'on peut reculer, on va les reculer. Mais forcément, le PC, au bout d'un moment, il faut bien falloir le changer, quoi. Donc voilà. Et après, tu as le B2C, et là, dans les particuliers, il y a, on va dire, deux familles. Il y a ceux qui connaissent un peu, qui peuvent aller sur Amazon et qui n'ont pas besoin de service, en fait. Et il y a ceux qui connaissent trop rien. Les papis, mamies, qui veulent pour le petit-fils acheter le machin. Voilà. Et là, ils vont plutôt en boutique. Alors chez Boulanger, chez Fnac Darty ou chez LDLC. Et donc les boutiques LDLC adressent plutôt des gens qui savent pas trop, qui ont besoin de conseils en fait. Et ça, c'est ce qu'ils souhaitent prendre en part de marché, qui souhaitent prendre des parts de marché de ces gens-là qui savent pas trop et qui se retrouvent plutôt chez Fnac ou chez Boulanger et eux, ils veulent leur piquer les clients. Voilà, c'est leur stratégie là-dessus. Ouais, avec leurs principaux concurrents, ils ont dit c'était plutôt tout ce qui est en ligne, ils sont leaders hein, avec Top Achat et puis Matériel.net. Donc là, ils sont plutôt leaders. Après, sur les magasins, je sais pas, on n'a pas trop d'infos sur les magasins. Sur, je sais pas, les magasins. Tout ce que je sais, c'est qu'évidemment, ça monte les coûts fixes. Et si le chiffre d'affaires, notamment au mois de novembre et décembre, avec les Black Friday et tout ça, ça rebooste pas d'un coup, on va être avec des résultats, voilà, comme là, hein, moyen, quoi. Vous voyez. Donc, le chiffre d'affaires T1 en hausse de 0,5% et on replie à 4% périmètre constant. Donc là, c'est, en montant les magasins, ils ont réussi à avoir plus de chiffre d'affaires, mais on sait qu'en même temps, ça a monté les coûts fixes. Enfin, moi, je vous donne ma vision d'analyste, hein. Le chiffre d'affaires, il est bien, en fait, 0,5%. Mais en fait, périmètre constant, il est plutôt en repli. C'est-à-dire qu'à ISO magasin, ils sont plutôt en repli. Et eux, en parallèle, ils ont monté les coûts fixes, ce qui fait que ça a ramené un peu de chiffre d'affaires. Ok. Totalement d'accord pour le B2B. En revanche, pour le B2C, je vois que de plus en plus de gens démocratisent le sujet. Ouais, bien sûr. Et ce qu'ils veulent, c'est pour ça que vous avez vu des campagnes de pub qui correspondent à une période de ralentissement, ils font de la pub. Alors je dis, c'est des investissements contracycliques qui peuvent marcher en stratégie. Ça peut marcher, ça. Ils veulent vraiment qu'il y ait une marque LDLC qui soit reconnue comme d'autres marques sur d'autres produits, quoi. C'est-à-dire, tu connais rien, tu veux un PC, va dans les boutiques LDLC. En plus, ça rime. Voilà. Vous voyez le truc? L'idée, c'est ça. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien. Et on n'est pas sur les geeks ou les gens qui achètent leur PC black market, reconditionné. Non, on n'est pas là-dessus. Papy, mamie, qui connaissent rien, ils vont pas aller sur des trucs reconditionnés. Donc bon, voilà. Donc moi, mon avis, je pense que c'est mon avis, je peux me tromper. Hein. Je pense que ça va être encore une année qui s'annonce difficile et puis que ça devrait aussi peut-être décoller, peut-être, avec les Black Friday et puis Noël, là, novembre-décembre. Où ils ont annoncé au T1 qu'ils avaient une reprise du B2C. Voilà, dans les chiffres. Voilà, donc déjà, rendez-vous bientôt, là, le mois prochain, pour le T2. Les tendances, machin. Donc voilà pour cette partie sur LDLC. Après, on va aller, qu'est-ce que j'ai là Thermador, j'ai fait. On peut aller chez Bois, parce que Bois, c'est particulier. Alors, Bois Concept, donc c'est une société qui est assez jeune, hein, qui est là depuis une petite dizaine d'années, et qui est sur les convoyeurs, les robots, le stockage, pour le e-commerce. Donc eux, ils équipent les entrepôts des e-commerçants qui en gros doivent faire des cartons pour envoyer chez les clients. Donc eux, ils s'occupent de comment est-ce qu'on fait les cartons puis qu'on met les produits dedans. Voilà, c'est leur truc. Ok. Donc clairement, en fait, la vision du e-commerce, ça vous a pas échappé. C'est qu'après le grand boom de 2020, on est plutôt sur du ralentissement. Et là, clairement, contexte 2023, pour eux, c'est une période de transition où ils ont préparé l'avenir. Et eux aussi, ils ont recruté et structuré la société pour grandir. Ils ont augmenté les coûts fixes. Ils ont embauché les gens, etc. Moi, j'ai fait l'AG au mois de juin chez eux, et le parking était plein, c'était blindé. Donc ça correspond bien entre ce que nous disent les dirigeants, puis ce qu'on voit dans les locaux qu'ils ont au siège, ça correspond, il y a de l'activité, ça fourmille. Ouais, ok. Effectivement, il y avait plein de gens, puis ils bossaient, quoi. Donc après, par rapport au positionnement sur le marché, ils sont sur un marché qui est plutôt en désinvestissement ou en investissement ralenti, le e-commerce, hein, donc tous les gens qui font du e-commerce, hein, et ben eux, ils sont plutôt en période où on a beaucoup investi. En 2020, 2021. Donc là, on ralentit un peu parce qu'on sait pas trop est-ce que les gens vont beaucoup commander. Voilà. Par contre, eux, vu qu'ils sont nouveaux sur le truc, ils peuvent grandir avec leur positionnement qui est particulier et piquer un peu des marchés des parts de marché à ceux qui en avaient déjà, parce qu'eux, ils font des produits innovants. Bois Concept, au lieu de faire du câblage, ils font des produits plutôt intelligents qui sont interconnectés en fait.
Voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils sont capables de faire pour les e-commerçants qui ont des soucis de, je voudrais agrandir ma ligne, je voudrais pas mettre 4 millions, je voudrais juste mettre une ligne, voire une petite ligne de production qui me ferait, j'en sais rien, moi, 100 cartons par jour, plutôt que les 2000 qu'on me propose. Eux, ils sont capables d'adapter ça parce qu'ils ont des produits qui sont très flexibles. Donc voilà. Puis après, ils peuvent le faire évoluer, 100 cartons par jour, on peut monter à 200, 300. Ce qui permet d'apporter une solution un peu plus flexible que du câblage pur. Donc tout ça pour vous dire que Bois Concept, en période de ralentissement là possible, d'investissement un peu flat, ils peuvent quand même piquer des parts de marché à ceux qui voudraient quand même investir, mais pas à hauteur de ce qui était prévu il y a 2 ans. Au lieu de mettre 4 millions, ils vont peut-être mettre que 1 million. Et là, Bois Concept, ils peuvent dire, nous, 4 millions, 1 million, on sait faire. Vous pouvez mettre 1 million là, puis si vous êtes content, vous pouvez mettre encore 1 million l'année prochaine. On pourra vous étendre votre truc. Donc voilà, donc eux, ils ont augmenté leur coût fixe. Les nouveaux produits qu'ils ont, c'est qu'ils ont un robot de picking. L'idée, c'est qu'il va prendre des objets dans des bacs qui sont pas connus d'avance. Donc ils ont une caméra avec de la visio, puis un peu d'intelligence et des algos dedans. Donc le robot, il va prendre l'objet, il va regarder le code barre, il va savoir s'il faut le mettre dans tel carton ou tel carton. Et ça, il le fera automatiquement. Quelque part, ça remplace un humain. Hein, un humain qui faisait le picking, en fait. Qui faisait le picking en comparant les codes barres ou les produits. Donc, voilà. Et là, il a bien insisté, là, Patrice Henrion, là, le DG, sur le fait que c'était des robots un peu nouveaux dans le marché, puisque vous avez des robots qui sont à forte cadence et qui savent prendre que des produits préconnus. Typiquement les robots dans l'automobile, quand ils vissent les boulons, etc., ils vissent un seul type de boulon. Il ne va pas s'adapter aux boulons qui arrivent. Tandis que leur robot, il va être capable d'avoir une base de données de tous les codes barres qui existent. Dans le carton, avec un système de ventouse, il prend le carton, il regarde, et en fonction de si c'est le code barre, il sait dans quelle commande il doit le mettre. Donc voilà. Donc l'idée, c'est ça. Donc bon, voilà. Donc c'est ce qu'il explique là. Donc ça, le robot, il est prêt, là. Il est prêt à être vendu, et ils espèrent en vendre, là, avec la tontise. Ils espèrent en vendre. Voilà. Ils ont un autre produit qui s'appelle le Plug and Store 2.0. Donc ça permet de stocker de façon automatique les objets. Donc ça, ils le poussent, et ils ont 14 devis dans le tuyau. Voilà, donc côté perspective, ça correspond à ce que je vous ai dit. Pour donner juste un chiffre, il disait au 1er janvier 2023, on avait à peu près 70% du chiffre d'affaires qui était calé. Là, ils pensent qu'au 1er janvier 2024, ils seront absolument pas là-dessus. Très peu de visibilité sur 2024, même là, mois de septembre. Quand tu vois une société comme AutoStore, les chiffres... Ouais, je suis d'accord. Ouais, okay. Je suis d'accord, oui, ralentissement. Après, c'est toujours ça, c'est que vu qu'ils arrivent un peu sur le tard, entre guillemets, quoi, le côté stratégie d'aller chercher les plus grands et de les attaquer sur des niches ou des produits nouveaux, c'est pas idiot. Mais oui, je suis d'accord que, voilà, ils arrivent, c'est dommage, ils auraient pu arriver en 2018 puis profiter du plein boom 2020. Mais bon, tant pis, hein, c'est la conjoncture qui est comme ça. Donc, voilà, je vous ai dit pour le ralentissement, développement, ils veulent croître à l'international, Allemagne, Benelux. Puis voilà, alors ça, c'est important de bien comprendre. Comme annoncé dans le business plan, en fait, ils veulent croître en termes de CA, mais les marges vont baisser. Et pourquoi les marges vont baisser? Parce que les petits produits à petit ticket d'entrée, 100 000 euros, 200 000, ils margent plus que les gros produits à 1 million, 2 millions, comme le Plug and Store, où là, ils margent moins, mais c'est des produits d'appel. Derrière, ils peuvent remplacer les produits. Donc, autrement dit, clairement, là, bon, il nous l'a dit, mais c'est déjà dans le business plan, hein, la croissance qui va se faire devrait se faire avec un petit tassement des marges. Il faut le savoir. Faut pas être surpris, hein, c'est ce que dit la direction. Rachat de société, donc oui, ils voudraient en profiter. Donc, je rappelle, ils ont fait des AK, ils ont fait une AK pour faire de la croissance externe. Donc là, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils devraient avoir des opportunités avec le ralentissement en cours. Ils pensent aussi, donc ça, c'est pour racheter peut-être des concurrents à eux, des petits concurrents, plus petits qu'eux. Et puis il y a un autre truc aussi qui pourrait être bien pour eux à moyen terme, c'est que il va y avoir des acteurs du e-commerce qui vont mourir, qui vont maigrir, qui vont donc devoir se concentrer, ils vont se faire racheter par d'autres. Il va y avoir une notion de taille critique au bout d'un moment qui dit il va falloir qu'on l'automatise. Donc eux ils pensent que une fois que la partie de destruction là, du nombre d'acteurs va arriver, que ça va concentrer, il va y avoir des gens qui peut-être gérer un peu à la main là, les 100 cartons par jour. Puis s'ils arrivent à 2000, ils vont se dire bon, faut qu'on l'automatise. Donc là ils vont peut-être s'adresser à Boa ou à des concurrents de Boa. Mais voilà. Pour vous dire que le marché peut grandir après la période là en cours. Après, forcément, structurellement, on n'a pas de doute que le e-commerce, il va pas mourir dans 2 ans. On n'est pas prêt d'arrêter d'acheter sur Internet. Donc voilà. Donc mon avis, 2023 aura un ralentissement avec un effet ciseau. Alors jusqu'où ils vont manager leur coût fixe. Le fameux effet ciseau que j'ai dit là. Bon, après, comme j'avais dit dans mon topo là du 7 juillet quand j'avais fait l'AG, le management il est de top qualité. Hein. Là, ils savent où ils vont. Voilà. Comme je l'ai dit aussi, moi je pense que la boîte elle sera vendue. Alors pas maintenant, ils veulent grandir et tout, mais à terme, là, la boîte elle va pas faire 25 ans en bourse. Hein. On n'est pas chez les Thermador. Là, ça va être vendu ça. Bon voilà. Donc elle est dans ma liste. Là. Moi, très petite exposition. Quand je dis que j'ai une très petite exposition, je prends 10 titres. Voilà. Souvent c'est pour faire l'AG, quoi. Donc, ça pèse rien. En plus, avec Bourse Direct, maintenant on peut plus prendre un titre parce qu'il faut faire 80 € d'achat, je crois. Donc je prends voilà, la hauteur de truc. Ouais, pour moi. Pour moi, le cash qui est là, faut faire attention sur les boîtes qui sont comme ça, puis qu'en gros le cash il va être investi. Je dis pas cramé parce qu'ils le crament pas, ils investissent dans des trucs rentables. Le cash il va être investi dans des boîtes pour racheter des concurrents. Donc en fait, faut pas faire les ratios là.
c'est cash machin, quelle est la valeur d'entreprise, donc la capitalisation boursière, plus la trésorerie nette de dette. Donc là, vous avez quelque chose qui est plutôt pas mal, puisqu'ils ont beaucoup de trésorerie. En fait, la trésorerie va partir dans le BFR, elle va partir dans la croissance. Donc il faut s'abstenir de maintenir ça. On n'est pas dans la trésorerie de Thermador, ou voilà, on n'est pas sur des trucs comme ça, quoi. Mais oui, donc moi je suis plutôt prudent. Parce que je rappelle aussi, hein, moi j'ai 53 ans, j'ai plus mon salaire d'ingénieur, voilà. Donc ceux qui ont 35 ans, qui ont des salaires de cadre, ils veulent tenter le truc, ils peuvent se mettre une petite poche plus forte que moi ce que j'ai. Hein. Et moi en même temps, ça me permet de suivre le secteur, vous voyez. Bon voilà pour la partie BOA. Allez, je peux vous dire l'info que j'ai eue sur Genoé, l'info qui est importante, que moi je trouve importante. Je suis investi dedans, donc moi j'ai une bonne pause dans Genoé, ok. Donc pour Genoé, déjà, premier point, si vous connaissez pas trop la boîte, allez voir, j'ai fait une vidéo YouTube où j'explique pourquoi la boîte elle est en retournement et pourquoi je pense que c'est pas fini. Et je pense qu'à l'époque c'était à 3,40 quand je l'ai faite, et moi j'en parle aux gens qui sont abonnés chez moi, là, Offre Expert depuis 2 quelque chose. Voilà. Puis sur les réseaux sociaux, j'ai fait la cas là, 2019 là. Ah, j'ai dû rentrer vers 1,7 au début, avant la bulle 2020. Bon voilà, donc Genoé en fait, donc moi je suis actionnaire. Voilà, donc là j'ai eu le DAF, j'étais en one-to-one, j'étais tout seul. Donc l'idée c'est qu'ils vont faire un nouveau business plan là pour changer de braquet. Donc l'histoire c'est en gros, depuis 15 ans la boîte cramait du cash, faisait un peu de bénéfices, puis recramait l'année suivante avec un CA qui était capé à 10 millions par an. Là ils partent sur une croissance forte puisqu'ils sont plutôt vers 25 millions là en 4 ans. Et la marge BE qui était rikiki, elle est passée à 20-25%. Donc le marché commence à comprendre que la boîte qui faisait trop rien depuis 10 ans, non seulement elle crame plus de cash, en fait elle fait des marges BE de 25% avec une croissance du chiffre d'affaires où ils sont passés de 10 à 25 en 4 ans. Et c'est pas fini. Donc voilà, donc après la stratégie, ils veulent grandir encore plus vite. Donc ils vont dévoiler un nouveau plan stratégique le mois prochain, le 21 je crois. Et puis donc l'idée c'est apparemment les consortiums, ils ont dit que ça va être une part forte de leur bilan stratégique. C'est pour ça que j'ai posé une question. Que c'est que le consortium? Bah là vous avez la réponse. Donc l'idée du consortium c'est ils vont voir les clients, donc les big pharma. Hein, il y a 25 big pharma dans le monde, il y en a 20 qui sont clients chez Genoé. Et en gros, vous voulez quoi comme modèle souris sur vos recherches en cours sur le cancer contre le poumon, je sais pas quoi. Donc voilà, donc ils ont besoin de ceci. Donc à ce moment-là, s'ils ont 3 clients, chacun va mettre au pot. Voilà, par exemple, chacun va mettre 300 000 ou 1 million, cette fois-là. Et donc, il y a un budget de 3 millions pour développer le truc. Et une fois que le modèle il est développé, les clients qui auront mis au pot, ils vont avoir l'exclusivité d'utiliser les souris génétiquement modifiées ou les cellules génétiquement modifiées pendant 2 ans. Donc, ce qui va permettre, en fait, l'avantage pour Genoé, c'est qu'en termes de cash, ils avancent plus le cash. Donc, ils sont désensibilisés sur le risque. Voilà. Puis l'avantage pour les clients, c'est que si le produit il marche, en fait, ils vont être les premiers à pouvoir tester leurs molécules. Donc, ils vont être vraiment ce qu'ils appellent le first in class. Après avoir été la volonté d'être le best in class, être le meilleur sur le segment la molécule contre le cancer du poumon, sur ceci, cela, l'idée c'est d'être le premier à sortir le truc. Mais forcément, les pharma, elles dépensent énormément de R&D, et elles ont tout intérêt à être les premiers. Donc ce qu'ils voient dans Genoé, c'est qu'ils nous apportent de la valeur pour essayer d'être les premiers sur le marché. Donc voilà, donc ça va être apparemment un pilier stratégique de ça. Voilà, après bon, le truc qui était intéressant évidemment c'est ça. Êtes-vous approché pour sortir de bourse? La réponse c'est oui. Et moi ça me surprend pas. Ils sont passés d'une boîte qui faisait rien, donc qui n'avait pas intérêt à être rachetée, à une boîte qui fait de la croissance forte, avec des marges d'EBITDA qui sont à 20-25% là, sur la dernière publication. Évidemment qu'il y a des CRO, on va dire, des gros de la pharma, qui voudraient les racheter, qui voudraient faire des OPA. Alors eux, ils sont pas intéressés. Le capital, il n'est pas verrouillé, hein, il y a 50% du flottant qui est en bourse, mais ils sont pas intéressés. Mais ils ont dit qu'effectivement, ils sont approchés, quoi. Voilà, mais eux ils veulent développer la boîte avec le plan stratégique qui vont sortir là. Voilà. Mais il nous a dit ça, mais on restera pragmatique. On pense que nos solutions valent beaucoup plus qu'actuellement, et si la bourse ne veut pas nous valoriser au-delà de 4, ben on fera la suite sans la bourse. Je rappelle que le patron Fréchard, qui est le deuxième actionnaire, là, qui a 10% du capital, il a fait l'augmentation de capital à 4 € quand ça coûtait 3,20 en 2021, donc il y a 2 ans. Donc lui, ça fait 2 ans que la boîte délivre, ça fait 2 ans qu'il voit que le cours il décolle pas. Donc il est un peu déçu. Après bon, c'est la bourse, hein. Le prix, la valeur. Alors pour ceux qui se posent des questions, est-ce qu'il faut acheter et tout, faites gaffe, hein, c'est ce que je dis là, à la fin. Oui, cela ne me surprend pas que la boîte soit maintenant courtisée pour être achetée. C'est pas évident, hein. Une boîte qui fait de la croissance comme ça, regardez les OPA qu'il y a dans des biotech qui découvrent des trucs. Donc moi ça me surprend pas. J'ai hâte de voir le nouveau plan stratégique pour réviser. Parce que le risque, c'est s'ils croissent trop vite et qu'ils se loupent, ça peut tout cramer le cash et tout remettre en cause la construction passée. Donc il faut vraiment faire attention. La partie BFR positive, où là ils peuvent se désensibiliser avec les consortiums, mais faut faire attention à pas décevoir non plus après le marché, la sphère financière. Donc je vais voir comment ils vont communiquer. Est-ce qu'ils vont pas trop habiller la mariée avec des chiffres qui vont pas tenir? Faire attention à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc la croissance, quelque part, vaut mieux. C'est plus facile pour les patrons de générer une croissance de 7% par an et de la tenir,
plutôt que faire de la croissance à 20, 15, 20, 25% et la tenir. Parce que comme je le dis, hein, les investissements, comme j'ai dit dans le dernier, la dernière conférence gratuite que j'avais faite là, sur la stratégie d'entreprise, les investissements quand vous êtes en forte croissance font faire beaucoup, puis si vous vous loupez, c'est autant de capex que vous avez mis qui va rien donner, donc c'est autant de cash qui est cramé. Puis peut-être vous avez des concurrents qui ont des idées comme vous. Voilà pour cette histoire de Génoé. Donc j'attends la suite. Moi j'ai tout gardé. Je pense que honnêtement si tout se passe bien, mais vraiment si tout se passe bien et on est sur des boîtes qui sont sur de la forte croissance, donc des fois ça se passe pas bien, mais ça n'a rien à faire à 4 euros. Voilà. Après moi j'en reprends pas parce que voilà mon prix de revient bien en dessous, j'ai déjà fait plus de 100% dessus. Donc voilà, mais ça pourrait aller, ouais, si ça se passe bien, dans 4 ans, 5 ans, elle peut être à 8, 12, pourquoi pas, hein, ça peut faire comme ça. Là, ou elle peut rester à 4, voire descendre à 3, parce que la croissance annoncée dans le plan stratégique, ça marche pas. Donc voilà pour cette histoire de Génoé. Ouais, il y a le management qui a racheté à 4, ouais. C'est le président du conseil, qui connaît la boîte depuis le début, en fait. Voilà, qui est le président du conseil de surveillance. Bon, voilà pour ces histoires de Génoé. Alors après on va revenir sur les questions. Après j'ai pas d'écrit pour tout le reste. Hein. J'ai que mes brouillons. Mais donc j'ai reçu les questions, on va les balayer. Donc Bekowski, sachant que le marché électronique est en chute libre, avec au moins jusqu'à fin 2023, vont-ils profiter? Exactement. La réponse est oui, Damien. Typiquement les stratégies que je vous ai dites, les boîtes qui sont plutôt bien gérées, qui font face à de la crise, et forcément les concurrents ça va être pareil, ils vont racheter des boîtes plus petites qu'eux, ils ont vision de faire des acquisitions. Donc la réponse c'est Bekowski. Oui, ils ont une vision de pouvoir faire des acquisitions, voire même un truc structurant. Là, ils voudraient racheter un truc qui fait 20 millions. Alors moi, je suis plutôt frileux sur ça. C'est toujours pareil. Quand on veut doubler de taille, ou qu'on rachète un truc qui fait 25% de ton chiffre d'affaires, par exemple, faut pas se louper, quoi. Parce que sinon, votre cours de bourse, pendant 5 ans, il vous rappelle que vous vous êtes loupé. Vaut mieux faire des acquisitions plutôt ciblées, genre Steph ou la SAMC. Quand vous faites, genre SAMC, ils font 2 milliards de chiffres, on va dire un 8, 2 milliards. Ils achètent des boîtes qui font 30 millions. Voilà. Au pire, s'ils se loupent, ça s'intègre quand même. Tandis que si vous faites 2 milliards de chiffres, vous prenez une boîte qui fait 500 millions, ben faut pas se louper, quoi. Vous voyez, voilà. Donc Bekowski, ils veulent ça. Puis il y a un autre truc qui est moins bien pour Bekowski, c'est qu'ils ont annoncé que le dividende, ils voudraient garder leur trésor pour faire de la croissance externe. Donc le dividende, il risque d'être diminué, voire peut-être coupé. Moi, j'en ai pas du Bekowski. Je la regarde, c'est une boîte qui a des parts de marché intéressantes. Les métiers sont complexes, donc je me forme. Je ferai sûrement un truc sur Bekowski bientôt. Voilà. Après Alexandre, qui m'avait posé sur les biais cognitifs. Olivier Bois Concept, on en a parlé, le stock, LDLC, voilà. Donc pour SAMC, donc pour l'effet stock, pour ceux qui suivent mon offre expert, allez, je peux vous le mettre parce que après tout, hein, moi, je sais que je fais de la qualité, j'ai Louis Defels qui est client, donc j'ai pas de honte là-dessus, je suis plutôt fier. Hein. Donc SAMC, oui, effectivement, la partie stock, il y a une partie, les marges diminuent à cause du stock. Donc ça, je l'avais expliqué dans le SAMC, je vais vous montrer, donc, ce qui s'appelle le bridge. On peut regarder ça. Voilà, donc ça c'est le contenu que j'ai fait de SAMC de je sais plus quand. Voilà, avec ça. Voilà. Donc SAMC, lorsqu'ils publient ça vous l'avez sur leur site, parce que vu que c'est des gens qui sont hyper transparents, ils publient tout, ils cachent rien. Donc les présentations aux investisseurs, comme moi là, ils publient, les slides, tout est publié. Et moi jamais regardé ces slides-là, c'est dommage qu'LDLC le fait pas, par exemple, vous voyez. Voilà, mais SAMC ils le font. Parce qu'en fait, vous avez le résultat opérationnel courant, on va dire le REX, ils expliquent le REX d'avant, comment ça a monté, et là vous avez l'effet de taux de marge, ça c'est sur le stock. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vendent plus cher du stock qu'ils ont acheté moins cher? Donc là, on voyait le S1 2021. Après, vous avez le S1 plus le S2 2021, c'était toujours positif. Et puis après, au bout d'un moment, ça s'est inversé. Là, on voyait qu'ici, ça commençait à moins gagner. Et puis regardez, 2022, le taux de marge était négatif. Ça, c'est symptomatique de dans le stock, ils avaient une dérivée de la marge, donc une augmentation de la marge que vous voyez dans ces slides. Et là, la dérivée négative. Donc, au fur et à mesure qu'ils écoulent leur stock, ils gagnent moins d'argent qu'avant. C'est typique des prix de vente et du stock, où là, vous avez le prix de revient du stock qui croît plus vite que le prix de vente. Okay, donc, ces histoires de effet ciseaux, vous avez la surface qui diminue un peu plus au fur et à mesure qu'ils avancent par rapport à avant. Et ça, vous le voyez là. Donc, ils nous ont annoncé qu'effectivement, sur cette année-là, ils sont avec un effet qui est encore plus fort. Voilà. Par contre, ils gagnent toujours de l'argent, hein, ils sont toujours au-dessus. Bon, voilà pour cette histoire de effet marge, vous voyez, en fait, on peut anticiper quand vous avez des données comme ça et que vous savez faire, vous pouvez anticiper cet effet-là. Et donc la prochaine réunion qu'ils vont faire, ils vont redonner le bridge, ça s'appelle le bridge du rock, et moi je vais comparer, pour voir la cinétique du truc. Quoi. Vous voyez? Voilà, c'est tout simple, enfin c'est tout simple. Voilà. Et là on voit que ça s'accentue sur la dernière publication. Et donc pour la prochaine publication, je vais regarder. Ok? Voilà, c'est tout simple, enfin c'est tout simple. Donc tous ceux qui sont abonnés chez moi, ils ont accès à ces trucs-là en même temps qui leur permet de se former et de voir comment on peut analyser aussi les présentations des sociétés pour pas se prendre LDLC, l'effet ciseaux qu'on n'a pas vu venir. Chiffre d'affaires qui chute de 20%, le BE il chute de 75%, comment ça se fait? Ça s'appelle l'effet ciseaux, coût fixe. Voilà. Pour tout ce qui est négoce, quand on a accès à ce truc-là, vous voyez directement au semestre l'évolution de la marge sur le stock. C'est ça qui est dit.
Et si vous faites un tableau de suivi, vous voyez comment ça évolue. Voilà. Après, c'est toute la qualité du management de manager leur stock. Donc la réponse pour SAMC, c'est oui, ils ont encore du stock qui fait cet effet négatif. Au 30 juin, ça sera soldé. Ça. Notamment sur le bois, ils se sont loupés sur le bois. Ils ont un stock de bois qui est pas au bon prix. Après, le bois, c'est qu'une petite quantité de ce qu'ils vendent. Mais bon, voilà, quand vous faites du négoce multispécialité, que vous vendez un peu tout, quoi, du BA13, de la poudre de bois, des dalles, enfin bref, forcément, vous avez des produits, vous avez mieux margé le stock que d'autres, quoi. Donc le bois, ils nous ont dit bois, on s'est loupé dans le bois. Donc voilà, pour SAMC, Thermador et surtout LDLC, bon bah voilà, LDLC, j'ai parlé. Ils ont monté les coûts fixes et on commence à avoir de la désinflation. Il y a des banques centrales dans les pays nordiques, là, qui sont pas à la BCE, ils ont baissé les taux. Voilà. Puis d'un autre côté, il y a des gens qui prédisent les taux bloqués à 8% avec l'inflation à 12% pendant 10 ans. J'exagère. Voilà, Géno et machin, Bekowski, topo de présentation, je le ferai plus tard. Sinon, t'as eu le nez creux pour Précia Molène. Ouais, je te remercie. Je pense que Précia Molène, c'est pas mal. Qui a fait une belle publi lundi, vendredi. Voilà, sentiment des dirigeants, je l'ai dit. Voilà, alors ça, c'est une question que j'ai souvent. C'est quand vous regardez les indices small cap, et vu que moi je fais beaucoup de small cap, vous regardez l'indice small cap, en gros, qui fait trop rien depuis 5 ans. Puis vous avez l'indice CAC 40, qui est un ETF luxe, qui performe de... Voilà, il y a 42% d'écart, machin. La question, c'est est-ce que le choix est pertinent, etc. La réponse, moi, c'est oui. Vous avez bien compris, j'ai une capacité de comprendre ce que je fais qui est plus forte que ce que je peux faire dans le CAC 40. Donc c'est spécifique à moi. En plus, maintenant, j'ai très facilement accès au management. Je visite des usines comme Trigano, on l'a fait vendredi, là, avec des amis. Voilà, donc j'ai accès à des... Bon, moi, je pense que oui. Et puis, cette partie sur performance, bah oui, je fais mieux que l'indice small, oui. La réponse, c'est oui. Mais, pour ceux qui grenouillent là-dessus, vous pouvez très bien faire un peu de small, genre sur votre patrimoine, vous mettez 10%, voilà, puis vous prenez des ETF CAC, si ça vous travaille. Vous pouvez très bien faire comme ça. C'est tout, donc moi j'achète des parts de société. Voilà. Donc j'aurais aimé avoir ton ressenti sur Bekowski, les résultats sont en forte baisse. Voilà, extrêmement bas, c'est confirmé, donc oui, forte baisse. Pas de visibilité sur 2024, ils pensent avoir des opportunités de rachat concurrents. Voilà. Les drivers de croissance, ils pensent que l'électronique, donc la partie électronique qui faisait 25% par an depuis plus de 10 ans, qui s'est écroulée, là ça reprend en Asie. Donc je pense que ça va reprendre. Porté par le polissage des microprocesseurs avec les trucs, là, l'IA, machin. Ouais, Mathieu, j'ai pas d'avis là-dessus. Donc pour Génoé, le boss a expliqué lors de la dernière conférence que les concurrents, il avait ça en barrière à l'entrée et tout. Ce que j'en pense, non, c'est de la techno de souris génétiquement modifiée. J'ai pas d'avis par rapport au PhD Fréchard, qui est le fondateur de la boîte. J'ai pas d'avis sur ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai ou pas. Je sais pas. Toujours est-il qu'on voit qu'il est commande à tomber. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Donc en gros, si je résume là, c'est confirmé que au sein de vos portefeuilles stock picking, vous voyez par exemple pour répondre à Michel qui se pose des questions sur l'indice, si vous prenez, si vous avez cette capacité, cette faculté, cette chance, on met tout ça dans le même lot pour moi. Sur Génoé, vous vous retrouvez avec une ligne qui a fait, je sais pas, 25% peut-être là en 15 jours dans ces eaux-là, voilà, et qui a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment, parce qu'elle est complètement déconnectée du truc. Quoi. En Philop Média, j'en ai pas parce que le flottant est trop faible et bon, j'étudie la boîte, ça peut faire une belle histoire, mais voilà. Mais vous pouvez trouver au sein des small caps, avoir des boîtes qui sont complètement décalées de ce qui se passe dans le monde, parce qu'elles sont sur une niche qui est spéciale. Vous voyez, chose qu'a pas le CAC 40. Enfin, le CAC 40, c'est le luxe, hein, c'est un ETF luxe. Voilà, les concessionnaires, hein, c'est notre crédit Précia Molène sur les 25. Ouais, Précia Molène, moi, je l'ai dit à mes clients, là. Je l'ai dit à mes clients, on peut y aller, hein, moi je vous dis, hein. En même temps, je fais ma pub, hein, moi j'ai aucun souci là-dessus. Hein. Donc ceux qui sont abonnés à l'offre expert et qui ont Précia Molène, on a suivi là, ici. Lorsque j'ai fait le retour d'AG, et voilà, ici, début juin, j'avais dit que moi, je me renforçais pas, j'attendais, la valo était exigeante, je vais vous montrer, hein, pas de souci. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en ligne. Voilà ce que j'ai dit. Côté valorisation, mon avis n'a pas changé, la valorisation est exigeante, j'attends un éventuel retour vers 25, voire plus bas pour me renforcer. J'ai un ordre qui a été acheté automatiquement à 25. Et donc ça, c'est ce que j'ai publié le 26 juin. Donc voilà. Donc moi, par exemple, c'est partie des boîtes que je suis, j'ai mis des ordres épuisés, j'en ai à 25, j'en ai en dessous. Voilà, et donc j'ai eu de la chance, parce que mon ordre a été exécuté, mais voilà, c'est la stratégie que je donne à mes clients. Alors vu la publi, peut-être que lundi, ça a peut-être monté un peu. Je sais pas. Voilà pour les questions. Ouais, ok. Ça ne te freine pas, ouais, si, il recule, mais il l'avait expliqué en AG, pareil, je l'ai là-dedans, en question. En fait, je l'ai, hein. Je sais pas, Anthony. Je pense que dans le retour AG, c'est des questions qu'on a posées, ça. Voilà. Pourquoi passez-vous sur René Gross? Donc, la réponse, elle est dans mon topo client. Donc, on va passer sur René Gross, car la partie rédaction sur le RSE très exigeante, et nous ne sommes pas au niveau du reporting attendu. Non pas que l'on n'ait pas des points positifs sur ce thème, mais cela nous demande trop de travail de rédaction et nous ne sommes pas prêts. Par contre, on garde les normes IFRS, ce qui est une excellente chose. On garde aussi les audits. Voilà. Donc moi, je rappelle que sur Euronext Gross, ça c'est mon topo que je donne aux clients pour qu'ils se forment aussi. Faites attention, sur Euronext Gross, les normes IFRS ne sont pas
obligatoires. Et les normes IFRS sont plus contraignantes que les normes comptables françaises. Donc les normes IFRS sont obligatoires. Par exemple, Solution 30, qui était sur Euronext Gross, qui avait 1,7 milliard, 1,4 milliard de capi, était toujours avec les normes comptables du Luxembourg. Avec le tableau de flux de trésorerie qui était toujours pas donné. Voilà. Puis on sait ce que ça donnait. Après, voilà, Precia, ils ont expliqué, je pense qu'ils sont plutôt honnêtes. Institut Saint-Sou, ils sont en Ardèche. Donc voilà. Donc oui, c'est une bonne question qu'on s'est posée lors de l'AG. Effectivement. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc si ça vous a plu, un pouce en l'air, un partage, ça fait toujours bien plaisir. Pour ceux qui veulent me suivre, je publie tous les jours sur Twitter. Et pour tous ceux qui veulent participer à ce genre de webconférence qui là était entièrement gratuite mais exclusivement réservée aux inscrits ma newsletter, il faut donc s'inscrire. Donc pour s'inscrire, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien et vous rentrez votre mail. Et pour tous ceux qui veulent voir les produits que je propose pour mes clients, vous allez sur mon site Finance Academy, vous allez à l'onglet boutique et vous avez notamment l'offre expert que je vous ai ici montré quelques passages. Bon voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.